19 heures sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, ce mercredi 21 avril 2021. Ces résultats donnent gagnant le duo du candidat Patrice Talon avec 86,30%. Le maréchal Idrissa Déby, président du Tchad, est passé de vie à trépas le mardi 20 avril 2021. Une mort suite à des blessures de combat, selon le communiqué de l'armée lu à la télévision planétaire. Vous suivrez dans cette édition le commentaire du spécialiste de géopolitique, le docteur Draman Bouko, à ce sujet. Les premiers championnats d'Afrique et des îles de bosse arabe vont se dérouler le 29 mai prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Bonsoir si vous nous recevez. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, ce mercredi 21 avril 2021, puisque le scrutin n'a pas enregistré de second tour. Il n'y a pas eu également de recours en contestation. Les résultats définitifs donnent gagnant le duo du président Patrice Talon avec 86,30% des suffrages exprimés. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou, au micro de nos reporters. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution,
le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3 alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Le maréchal Idrissa Déby, président du Tchad, est passé de vie à trépas le mardi 20 avril 2021. Une mort suite à des blessures de combat selon le communiqué de l'armée lu à la télévision planétaire. Les circonstances de ce drame restent floues. C'est la question traitée par le spécialiste de géopolitique, le docteur Draman Bouko, sur Free Matin de ce jour sur EZAE TV. Suivez plutôt cet extrait proposé par Carles Kitome. Bon, je voudrais rappeler qu'il y a 3 versions qui circulent par rapport à la mort du maréchal. La première version, c'est que son hélico s'apprêtait à atterrir sur le front quand il a été abattu par des rebelles. Ça, c'est la première version qui circule. Voilà. La deuxième version, c'est que ce serait la garde républicaine qui aurait sa garde rapprochée, d'accord, qui aurait tiré sur lui. Bon, c'est-à-dire, cette deuxième version rime un peu avec le scénario congolais que nous avons vécu en janvier 2001. Kabila, merci. La troisième version, c'est que une fois au front, en pleine négociation, c'est là où les rebelles auraient tiré, et l'un des rebelles aurait tiré sur lui. Les photos même ont circulé pour montrer l'identité de rebelles qui auraient fait le job. Et tout ça, c'est des suppositions. Jusque-là, je crois que quelque part, c'est trop précipité, c'est trop hâtif pour nous de pouvoir tirer des conclusions parmi ces trois versions, de voir laquelle est authentique, ou du moins même, parmi ces 3 versions, aucune d'elles peut ne pas être vérifiée. Donc nous attendons les résultats de l'enquête pour pouvoir nous prononcer. Mais je crois que quelque part, je voudrais revenir un peu sur les arguments ou l'idée développée par M. Kal par rapport à la main invisible. Voilà. Je voudrais revenir sur le fait que la main invisible, c'est bien possible. Mais je crois que quelque part, depuis le 5 décembre 1990, que le président Idriss Déby Itno a pris le pouvoir au Tchad, cela fait déjà 31 ans aujourd'hui, il a tout donné. Il a tout donné aux Tchadiens, sauf la liberté. Idriss Déby a tout donné aux Tchadiens. Il a tout partagé avec les Tchadiens, sauf le pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Les mêmes faits, les mêmes choses qu'il reprochait à Hissène Habré, à qui il a arraché le pouvoir en 1989, ce sont les mêmes événements, voire même pire, qui se produisent au Tchad. Vous savez que depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il est interdit de manifester au Tchad. Les libertés individuelles sont confisquées. Je crois que quelque part, il y a eu trop de frustration à l'intérieur du pays. Et cette rébellion, c'est vrai, qui a, comme on appelle, des assises ou des racines dans un pays étranger qui est la Libye. Pas seulement la Libye, mais également il y a le Soudan. Mais je crois que c'est vrai. Ces pays-là ont essayé donc de prêter main forte aux rebelles. Mais tous ceux-là, les acteurs sont des Tchadiens. C'est de cela qu'il s'agit. La preuve, il y a même un de ses neveux à l'époque qui avait pris la direction de la rébellion en 2008. Et tout récemment, en 2019, il y a eu assez de frustration dans le pays. Et je crois que, à mon avis, par rapport à la situation actuelle,
remplacer un débit par un débit n'est pas la solution. Cette mort subite ne sera pas sans conséquence sur la stabilité intérieure du Tchad et celle de la sous-région menacée par le terrorisme. Dramane Bouko émet son commentaire à ce sujet. Les conséquences de la mort du maréchal Idriss Déby peut être vues sous deux angles. Le premier angle, c'est sur le plan interne. La situation sociopolitique du Tchad, que traverse le Tchad depuis quelques années, je dirais même quelques mois, parce que, qu'ils vous souviennent, les élections d'avril 2021, il y a eu des contestations, il y a eu des crises préélectorales que l'on a enregistrées au Tchad, dans le pays. Salif Kazebo, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'opposant principal, on a vu ce qui s'est passé à son domicile, à quelques, où d'abord sa candidature a été rejetée. En plus de lui, il y a également les principaux opposants ont été mis sur le carreau, n'ont pas été autorisés, ou du moins n'ont pas eu la possibilité, selon la CENI, de participer aux élections. Déjà, il y a un chaos d'abord politique qui existe à l'intérieur du pays, d'abord qu'il faut d'abord gérer. Encore que, par rapport à ce qui se passe, juste après la mort, on nous dit, bon voilà, que voilà, c'était déjà pour nous, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il fallait reprendre donc c'est la carte politique du pays, mais voilà que déjà à quelques heures donc de l'annonce du décès, on nous apprend que voilà, c'est le fils qui, de façon inconstitutionnelle, va diriger le pays, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. Et déjà, je crois que quelque part en Afrique, il faudrait que nous commencions à nous débarrasser de ces sales habitudes-là. Il faudrait qu'on se débarrasse. À l'intérieur du Tchad, il y a de sérieux problèmes à régler, parce qu'il y a l'opposition qui a des revendications sur la table, il y a la société civile également qui a des revendications. À cela, la menace autour donc, du lac Tchad et également dans le G5 Sahel, je crois que quelque part les défis sont énormes. Une folle rumeur faisant état des tirs au palais présidentiel pour renverser le président du Conseil militaire de transition CMT, le général Mahamat Idrissa Déby, circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Il n'y a pas eu de tir, confirment plusieurs sources. Des sources concordantes sécuritaires et des membres de la famille rassurent qu'il n'y a jamais eu des tirs autour du palais présidentiel. Des habitants des quartiers proches du palais présidentiel confirment aussi n'avoir pas entendu des tirs d'armes dans le barrage. Un membre de la famille nous confirme que le président du Conseil militaire de transition est bien vivant. Il n'y a jamais eu des coups de feu au palais Rose et pas de querelle avec son frère Zakaria. Un haut responsable du CMT, tout en confirmant qu'il n'y a jamais eu des tirs, appelle la population à la vigilance contre la manipulation de certains internautes qui voudraient par tous les moyens créer la psychose et la panique pour tenter de déstabiliser le système en place. Reporters sans frontières RSF a rendu public mardi 20 avril 2021 son rapport sur l'état de la liberté de presse dans le monde. Un classement où le Bénin perd une place comparativement à l'année précédente. Le Bénin est à la 114e place du classement mondial de Reporters sans frontières de l'année 2021. Un point en moins comparativement à l'année 2020 où il a été 113e. Une situation que RSF explique par l'inaccessibilité des médias publics à l'opposition, la suspension des médias privés. Selon RSF, le rapport qui évolue tous les ans, la situation de la liberté de la presse dans 180 pays et territoires montre que l'exercice du journalisme principal, vaccin contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 États du classement établi par RSF et restreint dans 59 autres, soit au total 113% des pays évalués.
spiritualité dans cette édition. Quand on parle de la vénération des mânes de nos ancêtres, pour Eusèbe Arwandinou, instructeur spirituel, il faut savoir quel ancêtre il faut vénérer. Car si nous avons des ancêtres qui n'ont pas été saints, c'est-à-dire corrects dans leur vie, et que nous les vénérons, n'est pas bon pour la famille. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Alors, quand on parle du mal des ancêtres, nous avons d'abord le mot mal, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana. Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire, ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire, ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose, c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. C'est là où on a dit quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice ou bien c'est le disque ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire d'un ancêtre, non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utiles à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre ou le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va implorer la mémoire de ces ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous me comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des cultes à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la route et je dirais criminalité ou quoi? Donc voilà pourquoi ce n'est pas la mémoire de n'importe, c'est pas le monde de n'importe quelle âme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres, le monde de nos ancêtres, ce n'est pas n'importe quelle mémoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offert au monde des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui s'y cache, voilà, qui s'y cache parce que par contre, les cultes offerts ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter.
Il faut savoir donner un nom à son enfant car les noms que nous donnons à nos enfants, de même que nos entreprises, sont à la base de leur succès. Suivons Maître Eazel au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le nom qu'on donne à un enfant influence l'enfant qui porte ce nom. Ce n'est pas seulement un enfant, même une entreprise. Ok? Alors, quand on dit ça, les gens pensent que quand on donne peut-être, on dit mon enfant s'appelle la joie. Ah, c'est parce qu'on appelle la joie qu'il va connaître la joie dans sa vie. Ce n'est pas vrai. Les gens pensent que comme Lionel Messi peut-être est le meilleur joueur, en tout cas une star, okay, dans le domaine du football, lorsque je vais donner Messi à mon enfant, il va devenir meilleur joueur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Attribuer un nom à un enfant suit des critères bien déterminés. En réalité, lorsque vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut faire en sorte que le prénom que vous voulez donner soit en harmonie avec le nom de famille. Ce n'est pas un hasard qui fait qu'un enfant naisse dans un pays, mais on peut aller plus loin, dans une famille donnée. Non. Le hasard n'existe pas en réalité. Vous comprenez bien. Lorsque déjà l'initiale du prénom va en harmonie avec l'initiale du nom de famille, naturellement votre enfant est protégé. C'est alors que vous allez entendre, je ne sais pas si vous comprenez le fond, ah mais c'est ancien. Vous comprenez? Déjà que le prénom déjà, ok, commence par une lettre ou bien par syllabe. Qui porte une énergie, je parle d'énergie, une énergie en harmonie avec l'initiale, l'énergie que dégage l'initiale du nom de famille, l'enfant est naturellement protégé. C'est-à-dire que l'enfant vit en harmonie avec l'égrégore de cette famille-là. Ça veut dire que avant d'atteindre l'enfant-là, il faut pouvoir atteindre toute la famille, tout le monde de la famille, ce qui est impossible. Vous voyez, lorsque vous comprenez ce secret-là, vous savez que pour donner des prénoms à l'enfant, il faut respecter ça. Lorsque le nom que vous voulez attribuer à votre enfant porte une énergie en harmonie avec la date de naissance, naturellement, l'enfant va connaître le bonheur dans sa vie. Vous voyez, je me dis que, donc, il y a beaucoup de critères qu'il faut suivre. Et lorsque vous connaissez ce secret, je vous assure, votre enfant va connaître déjà, dès sa naissance, d'accord, aura déjà une influence positive qui va donc le cadrer, voilà, ok, pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'aider à évoluer. Il y a cette histoire où lorsque l'enfant naît, c'est une tante qui donne le nom qu'elle veut. Ou bien c'est un grand-papa qui attribue un nom à l'enfant. Ce n'est pas du tout bon. Les prénoms attribués à l'enfant devraient provenir des vrais géniteurs, du vrai papa géniteur et de la vraie maman. Et ces noms doivent plaire au fait à ces géniteurs-là. Sinon c'est foutu. Puisque en réalité, vous savez, la parole a une puissance. Au commencement était la parole. La parole a une puissance. Et l'homme d'ailleurs a 3 moyens d'expression dans la vie. Penser, qui est une grande puissance. Parole, qui en est une autre. Et d'ailleurs, la pensée est plus puissante que la parole. Après la parole, nous avons l'action. Et la parole est plus puissante que l'action. Alors, lorsque vous prononcez un nom, c'est comme si vous envoyez des énergies par incantation. Vous voyez? Alors, votre émotion qui accompagne l'appellation, mais l'invocation ou l'évocation d'un prénom, ok, agit sur l'enfant, sur la personne que vous appelez. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter.
Au Tchad, à N'Djamena, une ambiance de plomb régnait ce mercredi 21 avril au lendemain de l'annonce du décès d'Idrissa Déby, le président en exercice depuis 1990. La ville est déserte et les habitants oscillent entre tristesse et inquiétude. La capitale s'est réveillée ce mercredi aux aurores par l'appel des muezzins à la prière, mais il a fallu attendre 5 heures, comme l'indique l'ordonnance du conseil militaire, pour pouvoir sortir. La ville était calme, quelques courageux tentaient de vaquer à leurs occupations, mais les rues étaient plutôt désertes. Le quotidien de N'Djamena devrait rester perturbé ces prochains jours, avec notamment les obsèques nationales qui sont prévues pour ce vendredi. La République démocratique du Congo et l'Ouganda s'affrontent de nouveau et pour une dizaine de jours devant la Cour internationale de justice. En 2005, cette Cour de l'ONU avait déjà déclaré l'Ouganda coupable d'ingérence dans l'est de la RDC occupée par l'armée ougandaise entre 1998 et 2003. Kinshasa et Kampala auraient dû s'entendre sur le montant de réparation, mais 15 ans n'ont pas suffi. Faute d'accord, la RDC s'est donc de nouveau tournée vers la Cour internationale de justice. Et devant ces 15 magistrats, le diplomate Paul Crispin Kakosi Bin Boulongo a rappelé l'ampleur des crimes. Les magistrats avaient acté la responsabilité de l'armée ougandaise et de ses milices supplétives dans les tortures, les meurtres, les destructions, le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles de la richissime région de l'Ituri. Et pour finir en France, face aux réticences de la population concernant le vaccin d'AstraZeneca, le gouvernement réfléchit au lancement d'une campagne de communication impliquant des célébrités afin de convaincre les Français. Des célébrités pour venir à la rescousse du vaccin AstraZeneca dont la réputation est bien entamée en France. C'est l'idée sur laquelle planche désormais l'exécutif après qu'Emmanuel Macron a reconnu mardi des difficultés pour convaincre les Français et se faire vacciner pour le sérum britannico-suédois. L'exécutif envisage donc désormais de lancer une campagne de communication ou des actions de communication afin de redonner confiance dans le vaccin AstraZeneca en raison de rares cas de thrombose repérés en Europe, a-t-on appris ce mardi, confirmant une information du Canard enchaîné. La page sport pour mettre un thème à cette édition. Les premiers championnats d'Afrique et des îles de boxe arabe vont se dérouler le 29 mai prochain à Malabo en Guinée équatoriale. Eric Richard Ella Bekale, président de l'instance festière, l'a annoncé ce mardi soir dans une interview. Suivez-le. La Guinée équatoriale a sollicité la FAIBA pour l'organisation des championnats d'Afrique autant pour moi professionnels de boxe arabe. Nous leur avons envoyé un cahier des charges qu'ils ont rempli avec satisfaction. Donc je tiens à annoncer officiellement que le 29 mai, à Malabo, va avoir lieu le premier championnat d'Afrique professionnel et des îles de boxe arabe. Un gala de boxe arabe professionnel va apporter beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, beaucoup de quitter à toute cette jeunesse grâce à son excellence Théodore Obiang Bazogo, président de la République de la Guinée équatoriale, que je tiens à remercier personnellement en mon nom propre et au nom de mes collaborateurs pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse africaine, pour tout ce qu'il fait pour le continent africain, pour son panafricanisme. En organisant cette compétition, c'est une façon de lutter contre le coronavirus. Il montre aux yeux du monde entier qu'il faut combattre cette maladie, il faut combattre cette épidémie en reprenant une vie normale. Et le gala de la Guinée équatoriale va permettre justement de montrer que la vie ne s'arrête pas à travers le coronavirus,
et qui a beaucoup d'espérance pour notre jeunesse en Afrique et dans les îles. Merci, Monsieur le ministre des Sports de la Guinée équatoriale, pour votre implication personnelle avec le comité directeur de la FABA pour que ce gala puisse avoir lieu. Je remercie le directeur technique de la Fédération africaine des îles de boxe arabe, Alessandro Assoumou, qui est originaire de ce pays, et tout ce qu'il apporte pour la Fédération africaine et des îles de boxe arabe. Je remercie tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à ce que ce gala puisse avoir lieu dans les conditions que vous connaissez tous aujourd'hui sur le plan international par rapport au Covid-19 qui nous empêche de vivre normalement. Et là, son Excellence le Président Théodore Obiang-Nguema Zogo a montré que c'est un panafricain et que rien ne peut faire reculer son Excellence le Président Théodore Obiang-Nguema Zogo quand il s'agit de la jeunesse guinéenne et de la jeunesse africaine. Par ce gars-là, il apporte l'espérance, il apporte la joie et il fait comprendre à tous les jeunes Africains de ne pas baisser les bras par rapport à cette maladie. Ce gala de boxe arabe va servir de tremplin aux boxeurs africains et des îles devant participer au premier championnat mondial à Moscou du 27 juillet au 10 août 2021. Le président Éric Richard Bécalé exhorte toutes les délégations à rester mobilisées pour répondre à ce rendez-vous planétaire. Je tiens aussi, par cette occasion, interpeller tous les pays qui n'étaient pas à jour par rapport au Grand Prix de Russie, qui sont les premiers championnats du monde de boxe arabe avec 244 ceintures qui vont réunir les combattants de toutes les fédérations de boxe arabe du monde. De se mettre à jour pour que le 27 juillet, la fête soit belle au niveau de la Russie. Je confirme par cette occasion la tenue du Grand Prix de Moscou le 27 juillet au 10 août des championnats du monde de boxe arabe. Donc je demande aux différents ministres des différents pays affiliés à notre fédération, aux différents hommes d'affaires de ces pays, aux différents parlementaires, aux présidents de la FABA dans ces différents pays, de prendre toutes les dispositions pour être à jour d'ici juin au plus tard. Je souhaite que tous les pays d'Afrique et toutes les îles soient à jour au plus tard le 1er juin pour faciliter les procédures de visa, de plans de vol, de réservation d'hôtels, etc. L'idéal, c'est que au plus tard le 1er juin, tous les pays africains, toutes les îles qui vont participer à ce grand rendez-vous soient à jour. Je tiens aussi à vous informer de toutes les réformes qui se sont passées au niveau de la FAIBA. Vous allez avoir la semaine prochaine la structure dirigeante de la FAIBA, le bureau directeur, le cabinet du président de la FAIBA, les bureaux des différentes zones. Dès la semaine prochaine, nous allons vous communiquer cela. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.